Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut les amis, bienvenue sur le Nomade. Alors dans la dernière vidéo, on parlait des bateaux stop, mais là plus sous l'angle du propriétaire, du skipper qui pouvait accueillir un bateau stopper. Aujourd'hui, on va parler du bateau stop, mais vu par les bateaux stoppers pour leur donner des conseils pour savoir à quoi ils doivent s'attendre dans cette activité du bateau stop, dans cette façon de voyager qui est de plus en plus au goût du jour. De plus en plus de globetrotters cherchent à minimiser l'impact de leur voyage sur l'environnement. Une façon d'y arriver, c'est le bateau stop. En effet, un voilier se déplace essentiellement grâce au vent. Bien qu'il arrive parfois qu'on soit obligé de mettre le moteur, par exemple en manque de vent, ou quand on a besoin de recharger les batteries, ou quand on rentre au port. En tout cas, la pollution engendrée par ce mode de déplacement est extrêmement limitée. Il faut savoir qu'un bateau va lentement. Un voilier de croisière rapide avance à 7 ou 8 nœuds, soit 12 ou 15 km/h en moyenne. Le déplacement n'est donc plus une parenthèse dans le voyage, il est le voyage lui-même. Et au bout de quelques jours, le rapport au temps et aux distances change. Quand on prend des semaines à atteindre la destination qu'on s'est fixée, l'arrivée est une aventure qui s'achève. Un moment d'accomplissement qui a quelque chose de magique. On le ressent comme une récompense méritée. Et ça, c'est un sentiment vraiment agréable. Dans la vie de tous les jours, même en voyage, on est pris par l'action ou par la culpabilité de l'inaction. Sur un bateau, il y a de l'action, mais on a aussi beaucoup de temps pour soi. C'est l'occasion de lire, de penser, de méditer, de prendre un peu de recul sur sa vie. Ces moments sont rares et précieux et font souvent beaucoup de bien. Un voilier n'est pas qu'un moyen de transport. Naviguer est une aventure à part entière. Se retrouver sur un bateau en haute mer, plusieurs jours, loin du monde, entouré seulement d'eau à perte de vue, affronter des conditions de mer et de vent pas toujours faciles, ce n'est pas une expérience anodine. Beaucoup y trouvent une incroyable sensation de liberté. On imagine parfois que l'on fait qu'attendre sur un voilier. Mais si on s'intéresse à la manière dont il fonctionne, on découvre un univers passionnant. Les chefs de bord sont souvent très heureux de partager leurs connaissances avec les bateaux stoppers curieux qui veulent apprendre. Vivre dans un espace restreint en communauté et naviguer en équipage est une expérience humaine exceptionnelle. Enfin, les occasions de pêcher sont nombreuses et c'est un petit plaisir de la vie de manger la nourriture que l'on a attrapée et préparée soi-même. On peut trouver à s'embarquer avec très peu, voire aucune expérience de voile, c'est d'ailleurs le cas de la plupart des bateaux stoppers. Les tâches confiées à un équipier non expérimenté sont simples et peuvent s'apprendre rapidement sur le tas. Cela dit, plus vous avez d'expérience, mieux c'est. Il est possible également d'embarquer à plusieurs. Certains skippers préféreront un couple, d'autres une personne seule. C'est très circonstanciel. Cela dépend du propriétaire et de l'équipage existant. Beaucoup de couples retraités aiment avoir un autre couple. Et pour vous, être en couple est avantageux car vous avez toujours un complice. Dans tous les cas, si vous trouvez un embarquement, gardez à l'esprit que vous êtes invité dans la maison de quelqu'un d'autre qui a passé beaucoup de temps et dépensé pas mal d'argent pour son bateau. Soyez ouverts d'esprit. Beaucoup de nouveaux skippers manquent d'assurance dans leur capacité et n'acceptent aucune critique. Il est important de comprendre qu'il ne peut y avoir qu'une seule personne responsable, le skipper, et lui seul en toutes circonstances. La loi est très protectrice envers les équipiers, mais beaucoup plus dure envers le chef de bord. S'il est prouvé qu'il n'a pas tout mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes embarquées, il peut être très sévèrement puni, même s'il n'est pas responsable directement de l'accident. Cela explique la hiérarchie stricte à bord d'un voilier. On doit obéir aux consignes du chef de bord sans discuter, et tout particulièrement à celles concernant la sécurité. Il n'y a pas de façon parfaite de faire les choses. Et même si par le passé vous avez été skipper, vous ne devez pas oublier qu'aujourd'hui vous êtes équipier et vous devez accepter la façon de faire du skipper. Les problèmes rencontrés en cours de route viennent souvent des personnes qui ne se sont pas présentées correctement. Si vous n'êtes pas honnête, cette malhonnêteté se verra toujours. Pour résumer, vous devez être
adaptable et être sociable. Ne pas hésiter à avoir des conversations franches pour éviter d'avoir des malentendus qui pourraient pourrir l'ambiance. Voyons maintenant quelles sont les autres qualités que vous devez avoir pour trouver facilement un embarquement. Tout d'abord, ne pas être sensible au mal de mer, car quand on a le mal de mer, on n'est bon à rien, on est vidé de toute force. Mais rassurez-vous, en général, après 4 ou 5 jours de mer, le mal de mer disparaît. Malheureusement, certains, ils sont rares, ne s'amarinent jamais vraiment. Pour eux, la voile est un cauchemar. Pour être sûr qu'on n'est pas de cela, avant de faire une longue traversée, mieux vaut avoir fait un peu de voile. Nous l'avons vu, un bateau n'est pas qu'un moyen de transport. Pour les propriétaires, la voile est une passion et ils embarqueront d'autant plus facilement que si vous êtes vous-même passionné ou que vous êtes curieux de partager cette aventure en mer. Il est important également de connaître le vocabulaire de base. La moindre chose sur un voilier a un nom spécifique. Même gauche et droite se disent bâbord et tribord. Je vous conseille de lire des livres sur les sujets de voile, techniques, également de regarder les vidéos. À ce sujet, sur notre chaîne Latitude Nomade, vous trouverez tout un tas de vidéos et également des shorts sur tout ce qui est vocabulaire marin et ça peut largement vous aider. Je vous mets le lien ici. Mettez en avant que vous savez parler d'autres langues. Parler d'autres langues est un vrai plus, car si aucun des membres d'un équipage ne parle bien la langue du pays traversé, embarquer un bateau stopper qui la parle sera sans aucun doute très utile. Un vrai plus, c'est de savoir cuisiner. Sur un voilier, l'espace cuisine est réduit. Généralement équipé très simplement, les produits frais peuvent manquer. On est parfois secoué. Savoir bien cuisiner dans ces conditions est un atout. En mer, on vous pardonnera beaucoup de choses, mais pas un manque de ponctualité lors des quarts de nuit. La nuit, il faut se lever à l'heure pour relayer ceux du quart précédent. Ne pas traîner pour prendre son quart est très important. Manquer de ponctualité sur ce point, c'est retarder le sommeil des autres. Mettez en avant vos compétences en premier secours si vous en avez. Un accident sur un bateau peut mal tourner. Loin des côtes, on ne peut compter que sur l'équipage lui-même. Avoir de l'ordre sur un bateau est essentiel, car il y a peu d'espace. On ne peut pas s'étaler anarchiquement, surtout dans la partie commune. C'est une question de confort, mais aussi de sécurité, particulièrement quand les conditions de mer sont difficiles et que le bateau gîte. Enfin, si vous fumez, sachez que fumer est souvent un critère éliminatoire pour trouver un embarquement sur un bateau. De plus, l'odeur du tabac provoque bien souvent le mal de mer. Et si c'est du cannabis, cela est très mal vu de manière générale. C'est un facteur de perte d'attention évident. Sur un bateau, la sécurité est une préoccupation permanente. Sans oublier que dans beaucoup de pays, cette substance est interdite, ce qui pourrait poser aux skippers des problèmes avec la douane locale. À bord, votre rôle principal sera d'assurer les quarts. Le quart est la période durant laquelle on est assigné à rester sur le pont du bateau. Quand on est de quart, le reste de l'équipage se repose, dort ou s'occupe des tâches quotidiennes. Des équipiers de quart se relaient selon un planning défini par le chef de bord avant le départ. De cette manière, le temps de sommeil et de repos de chacun est réparti de façon égale. De nos jours, tous les bateaux ont un pilote automatique ou un régulateur d'allure. Il dirige automatiquement le voilier sans même qu'on ait à barrer. Il tient un cap mieux que n'importe quel barreur humain. Et comme les voiliers de grand voyage produisent leur énergie, ils ont la capacité de laisser le pilote automatique en marche en permanence. Quand on est de quart, on n'a donc généralement pas à tenir la barre, à moins d'un problème technique. On peut se demander, puisque les équipiers n'ont même pas à barrer, à quoi ils servent. Eh bien, leur tâche principale consiste à faire une veille, c'est-à-dire à s'assurer qu'il n'y a pas de danger en approche. Cela peut être un voilier, un cargo ou un objet flottant non identifié. Il s'agit aussi de surveiller que les conditions de vent et de mer restent stables. Si le changement est minime, l'équipier de quart ajuste le cap donné au pilote automatique de quelques degrés, comme on lui aura expliqué. Et si la direction du vent tourne ou si quelque chose approche, ils devront prévenir le chef de bord, même s'il dort. Pendant leur quart, les équipiers inexpérimentés n'ont pas l'autorisation de faire des réglages de voile et encore moins des manœuvres comme des virements de bord par exemple. Les équipiers très expérimentés pourront être autorisés à le faire uniquement si le chef de bord a clairement donné son accord. L'organisation des quarts est établie par le chef de bord. Il n'y a pas de règle. Tout dépend du nombre de personnes, des compétences de chacun
et des conditions météorologiques. Souvent les cars sont organisés de manière à être tenus en équipe et on fait un roulement glissant qui permet de changer de partenaire. Pour la convivialité, on essaie de faire en sorte qu'au moins un repas par jour soit partagé tous ensemble. On dort de manière fragmentée. Le rythme biologique naturel est chamboulé, mais finalement, le corps s'adapte assez vite et ce n'est pas si pénible. Chaque membre de l'équipage s'occupe des tâches quotidiennes. Chaque personne s'occupe de tours de rôle de la cuisine, de la vaisselle, du ménage, pendant ou en dehors des cars. Et enfin, avant le départ, on doit aussi nettoyer l'extérieur du bateau, faire les courses et préparer les menus. Si l'aventure vous tente toujours, il vous reste à trouver un bateau. Autrefois, il suffisait d'arpenter les quais. Certains voyageurs le font encore aujourd'hui. Mais, comme pour les rencontres amoureuses, les recherches d'équipage se sont déplacées en ligne. Seulement attention, comme pour les rencontres en ligne, la voile a sa juste part de bluffeurs et d'excentriques. Ayez des échanges en face à face et pas seulement par email. Et si possible, allez visiter le bateau. Les skippers peuvent annoncer un tas d'expériences de navigation, mais un bon moyen pour savoir ce qu'il en est réellement, c'est de partager quelques jours de navigation avec eux avant le grand départ. Et surtout, suivez votre intuition. Vous serez coincé dans un espace très restreint pendant une longue période. Je vous suggère donc de passer quelques temps avec l'équipage pour voir si vous vous entendez bien. Et si vous ne faites pas confiance au skipper ou si vous ne vous sentez pas bien avec lui, je vous déconseille de partir. De même, n'embarquez jamais avec un skipper qui lésigne sur la sécurité. Les gilets, les radeaux de sauvetage, les fusées de détresse, etc. doivent être entretenus et à jour. Si ce n'est pas le cas, je ne ferai pas confiance au skipper, car ce matériel est la base de la survie si tout tourne mal. Vous trouverez de nombreux sites internet mettant en relation les chefs de bord et les équipiers. Vous y trouverez aussi bien des annonces de propriétaires que de skippers professionnels du convoyage. On peut y déposer une annonce ouverte ou répondre aux offres d'embarquement. Sur certains sites, on peut même trouver des offres d'emploi rémunérées, généralement sur des yachts de luxe à moteur. Pour vous aider, je vais vous présenter les sites les plus efficaces pour vos recherches. Tout d'abord, vous avez Bourse aux équipiers, le plus ancien site français, entièrement gratuit avec beaucoup d'annonces. Ensuite, Vogue avec moi, le plus gros site français payant, environ 50 € l'année, particulièrement bien fait, beaucoup de filtres de recherche. Find a Crew, entièrement en anglais, le plus gros site du genre, gratuit pour laisser une annonce ouverte mais payante à partir de 45 € pour 30 jours. Pour pouvoir répondre à celles qui sont déjà publiées. Permet de filtrer précisément les annonces selon le nombre de critères. Permet aussi de trouver un emploi rémunéré, surtout sur les yachts de luxe à moteur. Vous pouvez aussi consulter les sites de sociétés de convoyage, comme Moby Dick Nautisme, Planète Mer Service, Azure Spirit, PZ Sailing et Sea Say. Pour ma part, je préfère les contacts directs dans les marinas. Vous trouverez très souvent les bateaux en partance sur les pontons visiteurs. Il faut alors nouer le dialogue avec l'équipage, se présenter et expliquer son projet de voyage et espérer que les personnes abordées cherchent justement un équipier. Le moment de la prise de contact est délicat, pas évident pour les timides. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut être souriant, avoir l'air sympa, éventuellement proposer de continuer à faire connaissance autour d'un café ou d'une bière. Puisqu'il est probable qu'il vous faudra passer pas mal de temps autour des voiliers, autant utiliser ce temps à vous rendre utile en donnant quelques services, car il est probable que le bruit courra rapidement sur les pontons qu'une personne sympathique recherche un embarquement. N'hésitez donc pas à rendre service dès qu'une occasion se présente. Vous pouvez par exemple aider à l'amarrage, à charger les courses à bord, faire le traducteur pour les procédures d'entrée au port. Attention, les skippers cherchent des équipiers sympas mais aussi sérieux, donc n'hésitez pas à bien soigner votre look. Parfois, les bateaux sont au mouillage et ne sont pas directement accessibles. On doit alors emprunter une annexe ou, si possible, aller à la rencontre des bateaux directement à la nage. Les bars des ports sont aussi un bon lieu de rencontre. Il faut être persévérant, il vous faudra revenir souvent pour arriver à rencontrer tout le monde et à vous faire connaître. Cela pourra prendre de quelques jours à quelques semaines. Il faut aussi prévoir une annonce papier
et la diffuser aussi largement que possible, à commencer par les panneaux d'affichage et dans les bars du port. Il est important de choisir le bon port et le bon moment. Les marins voyagent en fonction des alizés, en évitant au maximum la saison des ouragans. Par exemple, Las Palmas aux Canaries est un véritable hub mondial des voiliers de voyage. La plupart des bateaux en route vers les Caraïbes s'y arrêtent entre septembre et janvier. Sur cette carte, vous trouverez les routes maritimes les plus empruntées et les meilleures périodes de départ selon les différentes routes maritimes. Attention, faire du bateau-stop ne signifie pas voyager à l'œil, car contrairement à l'autostop où vous n'allez partager que quelques heures de trajet, vous allez partager une longue période de vie commune. On vous demandera au mieux de payer votre nourriture pendant ce laps de temps ou très souvent de participer à la caisse de bord. La caisse de bord est une caisse prévue pour les dépenses de fonctionnement du navire que tout le monde se partage équitablement. Les frais de port, réparations mineures, carburant, etc. La nourriture est habituellement incluse aussi. D'une manière générale, il faut prévoir 10 à 20 € par jour de traversée. Par comparaison, une traversée en cargo revient à 80 à 150 € par journée à bord. Enfin, vous devez être à jour au niveau administratif, car quand vous arrivez dans un pays, vous aurez un contrôle de douane, tout comme vous l'auriez eu si vous étiez arrivé par les airs ou par la terre. Il faut donc être certain d'être en règle avant le départ par rapport au pays que vous visiterez. Certains pays demandent des visas en amont, un passeport valide au minimum 6 mois, d'autres pays feront les visas sur place. Alors vous l'aurez compris, le bateau stop peut être une super expérience, mais vous devez l'aborder avec une certaine rigueur et en n'hésitant pas à apprendre un maximum de choses avant de vous lancer dans cette aventure. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu répondre à pas mal de vos questions. Je tiens à remercier les Patreons qui nous aident et qui nous permettent de faire cette vidéo. Encore merci. Je ne peux que vous conseiller de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, hein, que ce soit les histoires de mer, les littéraires, la vie en voilier, tous les tutos, les shorts également, hein, car si vous ne connaissez pas la mer, c'est le moment d'apprendre. Il y a énormément de choses sur la chaîne que vous pouvez consulter, qui vont vous apprendre beaucoup de choses sur le milieu maritime. Et je vous souhaite tous les propriétaires, les navigateurs de belles navigations et à tous les globetrotters de belles expériences en mer, car ce qui vous attend vous restera marqué à vie dans votre tête. Allez, bonne mer!